Bon, j'aurais voulu rebondir sur ce que Bernard Salignon vous disait, le chemin qu'il traçait vers cette absence d'accès à l'identique, si vous voulez. Hein. Vous avez bien compris pourquoi. Parce que ça me travaille quand même pas mal. Mais c'est ce que je vais faire, mais autrement. Ce que je vais faire, mais autrement. J'ai pas mal de citations, alors je veux vous les lire convenablement parce que je ne les ai pas présentes à la mémoire de façon suffisamment précise. Je suis venu pour, avec ces quelques citations, là, ces quelques pensées jetées à la face du problème que nous pose la mémoire, aussi bien par, vous allez voir, Nancy, Heidegger ou Merleau-Ponty, une première réflexion à haute voix. Heidegger, c'est l'origine de l'œuvre d'art. Les gens vont dire encore Heidegger. Mais tout de même, écoutez, même l'oubli dans lequel peut sombrer une œuvre, quand elles seront rangées, là, les œuvres qui sont là, dans la cave ou ailleurs, quand elles auront disparu, comme dans le dernier livre de Mylène Duc, hein, cette peinture dans une chapelle italienne dont on se sert pour masquer un trou dans la façade. Alors il pleut et puis peu à peu, tout ça. La peinture fait partie du paysage après. Même l'oubli, dans lequel peut sombrer une œuvre d'art, il dit une œuvre, il parle de l'œuvre d'art, n'est pas rien. Il est lui-même une sauvegarde. Même l'oubli est une sauvegarde. Il vit encore de l'œuvre. La sauvegarde est un savoir. Le savoir n'est pas une affaire de connaissance ou un jeu de représentation. Alors, on pourrait passer un quart d'heure là-dessus. Hein. L'oubli comme sauvegarde. Alors on est un peu... on est toujours dans la mouvance qui était celle de Bernard Salignon. Je vais me situer sur un autre terrain maintenant. Alors, je me pose la question suivante. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? C'est une réflexion qu'on trouve au cœur d'Hiroshima, Mon amour, enfin le film de René. Hein. Je te donne à l'oubli. C'est X qui dit ça à A. L'homme qui dit ça à la femme. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, donner ou laisser quelque chose à l'oubli? La question que je me pose, je la pose autrement. Que voit-on? Que laisse-t-on? Qu'est-ce qui traîne au cœur de l'oubli, hein? Au fond, qu'est-ce qui se tient au cœur du trou de mémoire? Alors bon, si au trou de mémoire il y a, je vais vous raconter le souvenir que j'ai d'un trou de mémoire. J'ai assisté à un trou de mémoire, je vous le raconte. Et comme je fais citer dans un instant Rosset, non, Heidegger, Rosset, Schiller, il est toujours comme ça, vous fatiguer. Et vous allez voir pourquoi, là, tout d'un coup, ce bon Clément Rosset est utile. Il a beaucoup réfléchi sur la mémoire, hein, Rosset, vous le savez. Beaucoup réfléchi sur la mémoire, sur l'imagination. Beaucoup réfléchi sur la mémoire. Il est quelques années avant sa mort, il est déjà assez fatigué, et puis il en a marre d'être en représentation. Enfin, il est invité chez lui, on peut dire, il est invité à Normal pour une conférence dans laquelle il présenterait à nouveau son travail, enfin bon, puis Normal est ravi de l'accueillir, c'est la Société française d'esthétique qui l'accueille à l'école normale à ce moment-là. Il fait son intervention et comme toujours, il est courte, il en a marre, et puis il dit si on passait aux choses sérieuses, c'est-à-dire le cocktail, les apéritifs, etc. Et puis il veut écourter l'apéritif aussi, parce que les gens l'agacent, enfin il a beaucoup de fans, Rosset, comme vous savez, tout ça l'agace un peu. Il se trouve que moi je suis venu là,
amicalement. Et je suis venu avec mon gamin, qui n'est pas très grand à l'époque, le grand philosophe français encore vivant. Bon, je voulais qu'il le voie, qu'il lui fasse une bise, et puis voilà, ça faisait longtemps qu'il m'en parlait. Il dit, ah voilà, il est très content, bon. Il est bon comme tout et tout. Si on foutait le camp. Alors j'ai dit, bah, moi je ne vais pas rester, hein. Je suis venu pour vous claquer une bise, et puis on s'en va. Et on s'en va. Donc on quitte l'école normale, le cocktail, tous les gens qui étaient là, enfin, il y avait foule, on s'en va. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, bon, il a passé 3 ans à l'école normale, on sait, on traverse les couloirs, on descend, enfin bon, on sort de l'école. Et il dit à mon gamin, il dit, c'est curieux, tu es à l'école, toi, c'est dur, hein. Moi j'ai passé 3 ans là, je ne me souviens de rien. Il ne me reste strictement rien, sauf le fait que le réfectoire ont jeté des haricots contre le plafond, donc on pourrait aller voir s'il en reste, et dans le couloir. Pourquoi? Parce que dans le couloir, il y avait 1 ou 2 haricots au plafond, de la coutume de sortir du réfectoire et de coller des haricots au plafond, que moi j'ai bien connu quand j'étais gamin, je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui dans les cantines, mais ça se faisait beaucoup. Puis c'est plus des cantines maintenant, je ne sais pas si ça ne ressemble plus à des cantines. Alors donc là, voilà, il se souvient de rien. Alors, je dis, ouais, il ne reste rien. Il dit non, il ne reste rien parce que à l'époque déjà, je n'y étais pas. Je ne peux pas me souvenir de ce qui n'a pas eu lieu, j'étais pas là. C'est-à-dire qu'il se souvient bien de quelque chose, du fait que sur le moment, il ne se souvenait pas de ce qui se passait parce que ça ne l'intéressait pas. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le trou de mémoire, là, c'est pas le passé. Oublié. Il n'a rien oublié, il ne se passait rien. C'est le présent de l'époque, qui est entre tel quel, tu dis, il ne se passait rien. C'est ça que je veux vous dire, que je vous montrerai après. Là, je le montre négativement. L'objet du trou de mémoire, c'est le présent. Irreprésentable. Bon, mais à chaque fois, l'oubli de quoi que ce soit, quoi que ça puisse être, est toujours un oubli au présent, maintenant. Au fond, d'une certaine manière, peut-être que le problème qu'il nous pose, cet oubli, c'est qu'il porte sur ce qui est oublié et qui a eu lieu à un moment donné de façon actuelle. Qui a eu lieu de façon actuelle, d'une façon ou d'une autre. Hein. Ça a été marquant ou pas, il y a eu une actualité ou une actualité. Enfin, le trou de mémoire n'a pas pour objet le passé, d'une certaine façon, mais le côté irreprésentable, difficile à cerner, à saisir du présent. Mais la mémoire, c'est quand même un acte intellectuel. Hein. La racine mène, elle dit la pensée, l'esprit, peut-être la représentation. En tout cas, Rosset n'était pas là, comme normal, quand il y était, parce que ça l'ennuyait, etc. C'est bien connu, il a écrit un petit livre là-dessus. Enfin, bon, vous connaissez bien, en ce temps-là, hein, où il se moque de Lacan. Et où il se moque un peu d'Althusser, qu'il aimait beaucoup quand même. Non, Althusser c'est un prof qui l'a beaucoup marqué, mais enfin bon, évidemment, pour lui, il y avait une dimension fanatique dans le marxisme d'Althusser qui concourait à la folie, et bon, d'une certaine façon, il n'avait pas complètement tort, hein, puisque Althusser a terminé sa carrière de militant en étranglant sa femme, qui était un membre éminent du Parti communiste français. Ce n'est quand même pas rien. Il a quand même fini sa carrière à l'école normale, comme vous savez, mais... Sa femme était terrible. Voilà. Alors peut-être, je continue. Il fallait tuer toutes les femmes terribles, c'est du boulot quand même. Voilà, je continue. Rosset était fasciné par Beckett, comme vous savez. Hein. Les personnages de Beckett l'intéressaient beaucoup. Il voyait beaucoup de personnages beckettiens dans la rue. Il y a ce passage, c'est Beckett, où les deux, vous savez, ils sont dans une poubelle, ils ne savent pas quoi faire, ils voudraient faire quelque chose, mais qui n'arrivera jamais, etc. Et à un moment donné, ils se demandent s'ils sont bien là où ils sont. Et l'un dit, oui, nous y sommes. Et l'autre dit, nous y sommes presque. Ça veut dire être là où on est, mais presque. C'est passionnant. Hein? Nous y sommes presque. Et le premier reprend la parole et dit cette formule incroyable,
à la fois rossettienne et beckettienne, évidemment, mais rossettienne à l'envers, ça devrait aller, on y est, ça a lieu, le présent a lieu. Mais non. Rosset, à l'école normale, ça aurait dû aller, il aurait dû y être, et pourtant pas. Il n'y était pas. Au cœur du trou de mémoire, par conséquent, et d'une certaine manière, je dirais, je change de braquet, et c'est ça qui m'intéresse, quelle que soit la raison qui puisse faire qu'on ne soit pas là au présent. De toute façon, on ne peut pas être là au présent. Pourquoi? Parce que la vitesse de l'aïstéton, la vitesse de l'arrivée du réel, elle est inanticipable. C'est toujours déjà là. Ça a toujours déjà eu lieu, c'est toujours déjà réel. Hein. Et pas seulement quand on est, hein, bien sûr, je veux dire tout le temps. Par conséquent, moi, il me semble qu'au cœur du trou de mémoire, la question du présent, évidemment, est fondamentalement installée, mais elle a à voir avec l'impossibilité d'installer, on ne peut pas se souvenir du présent, l'impossibilité d'anticiper la vitesse du réel. Peut-être le point imperceptible, comme disaient les dominicains, et aussi les immanentistes de tout poil, hein, Merleau-Ponty, le point imperceptible dans lequel l'existence est donnée. Rosset a, à propos de la mémoire et de cette difficulté à faire entrer le présent en elle, et non pas le passé, il a cette formule, il dit, voilà, au fond, on ne se souvient pas du présent parce qu'il est comme un drap de lit en portefeuille. C'est une image extraordinaire. Je lance ça, et c'est fini. C'est comme un drap en portefeuille. Et puis ensuite, plus loin, c'est dans le philosophe et les sortilèges. C'est comme un mur de ciment derrière la porte d'un décor de théâtre. C'est comme un mur de ciment derrière la porte d'un décor de théâtre. Donc je conclus ce premier moment de réflexion. Vous voyez où je veux vous amener. Vous voyez le paradoxe dans lequel je veux vous entraîner. Enfin bon quoi, le trou de mémoire, c'est l'oubli de l'être, quoi. C'est l'oubli du caractère existant de ce qui est. Mais parce que il n'y a pas de prise à ça. Je lis Rosset. L'oubli est incessant. Il concerne le caractère existant du réel même et exprime, écoutez bien, c'est superbe et vrai, et exprime notre capacité à être privé non seulement de ce qui n'existe pas, facile, mais aussi et surtout de ce qui existe. Bon, je pourrais en rester là. Alors je rebondis un instant. Tout ça me fait penser à une remarque qu'Hemingway perd beaucoup de choses, sur lesquelles il ne peut pas revenir parce qu'il écrit, et qu'on sait très bien qu'une fois qu'on a écrit, qu'on a créé, qu'on a fait quoi que ce soit, on ne peut pas revenir dessus, on ne reconnaît pas un livre qu'on a écrit. Enfin, on peut pas, ici on perd, on ne peut pas le refaire, sauf peut-être à être hypermnésique, mais bon, peut-être que le créateur ne peut pas être hypermnésique. Il a perdu des manuscrits de ci, de là. Dans le Jardin d'Éden, il dit une chose étrange, il dit voilà, je lis là encore, quand c'est au point, on ne s'en souvient jamais. Chaque fois qu'on se relit, ça fait l'effet d'une immense surprise. On n'arrive pas à croire qu'on l'a fait. De l'instant où c'est là, on n'arrive jamais à le refaire. On ne le fait qu'une seule fois pour chaque chose, et on a le droit qu'à un certain nombre de réfactions dans sa vie, un certain nombre de chances de le faire. Bon, vous voyez ce qu'il dit ici, je passe un peu vite, vous m'excuserez, on pourrait passer une heure là-dessus. Il ne travaille pas sur le trou de mémoire en tant que son objet serait l'irréversible. Du temps a passé, tu ne reviendras pas en arrière, on passe à autre chose. Il ne travaille pas non plus sur l'irrévocable, et son côté moral, enfin je ne peux pas revenir pour toutes sortes de raisons, peut-être psychologiques, enfin, j'ai changé moi-même, enfin, etc. On ne peut pas refaire, mais pour une raison très simple, très bête, là on est dans le Rosset précédent. C'est que ça a été présent une fois, ça va être présent après, mais ça ne peut pas être présent de la même façon. Pourquoi? Parce que ça va encore être présent. On est encore dans le code là, pas dans la manière dont les choses sont présentes.
Mais dans le fait qu'en plus d'avoir une manière particulière d'être présente, il faut qu'elle le soit, et que ça n'a aucune manière, et c'est irreprésentable. Je l'ai fait, c'était présent, je peux faire autre chose présentement, mais je ne vais pas faire que ça soit à nouveau présent à la façon dont ça a été. Pourquoi? Pas parce que c'est du passé, mais parce que chaque fois qu'on fait, c'est au contraire du présent, et qu'il est. Il n'est ni irréversible, lui, ni irrévocable. Le souvenir ne porte pas sur le comment des choses, mais sur le que des choses. Il est mystique. On peut dire comme Wittgenstein, hein. Le mystique, c'est que les choses soient et non pas comment elles sont. Nancy, dans Résistance de la poésie, s'affaire autour de quelque chose de ce genre. Il dit l'accès, lui il parle comme ça, vous savez bien, à la Merleau-Ponty, voilà, l'accès au réel, l'accès à l'exister, enfin l'accès à l'existence, l'accès à la présence, dites-le comme vous voulez. L'accès ne se fait chaque fois qu'une fois, et il est toujours à refaire. Non parce qu'il serait imparfait, mais au contraire parce qu'il est, lorsqu'il est, à chaque fois, parfait. L'objet du trou de mémoire, c'est l'infini dans sa dimension toujours actuelle. L'infini est actuel. Enfin, dans cette perspective, pour moi, hein, je le dis un peu poétiquement et à l'emporte-pièce, mais enfin, le trou de mémoire, c'est une pratique de l'éternel. Hein. Voilà. Et évidemment, si vous voulez qu'on fasse venir Orphée, alors pour le coup, là, c'est simple. Hein. C'est que l'accès au réel est situé hors du temps, mais pas dans un autre temps, hors du temps. Alors peut-être là, 2 secondes autour de « je te donne à l'oubli ». Je te donne à l'oubli, on est dans Hiroshima, Hiroshima mon amour, cher aîné, et c'est l'héroïne qui parle, et lui va répondre, il va répéter. Je te donne à l'oubli, tu deviendras une chanson. Là, on est dans la sauvegarde, hein, vous voyez bien, la sauvegarde dont parlait Heidegger au début. L'oubli, je te donne à l'oubli, et cet oubli est une sauvegarde. Bon. Le trou de mémoire conserve quelque chose. Quoi? Ici, là, une chanson. Peut-être Deleuze dirait une ritournelle, il adorait. Deleuze adorait le ritournelle de Lelouch, là, tout ça. Comment s'appelle ce film? J'ai un trou de mémoire. Un homme, une femme. Deleuze disait ce film est absolument merveilleux parce que je le vois tout le temps et je ne me souviens jamais de rien sauf de la ritournelle et bon, etc. Hein, voilà. Je me souviens de la ritournelle, le film est fait pour ça. Et moi, soit dit en passant, Deleuze et Rosset, ils se disputaient, mais comme chien et chat à propos de ce film. Rosset trouvait que c'était une grosse merde et Deleuze disait malheureusement, tu ne comprendras jamais rien au cinéma. Mais ça, c'est quand ils avaient, comme vous savez, hein, l'un aussi bien que l'autre. Parfois, il leur arrivait d'avoir un verre dans le nez quand ils parlaient de cinéma. Ou deux, que j'oubliais. Alors, je te donne à l'oubli, tu deviendras une chanson. Ce qui m'intéresse là, c'est tu deviendras une chanson. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans Hiroshima, c'est comme chez René, c'est comme dans l'année dernière à Marienbad. Des gens se retrouvent l'année dernière à Marienbad, il s'est passé quelque chose l'année dernière à Marienbad. Quoi? Toi, tu ne t'en souviens pas? Et comment ça peut se faire? Mais si tu ne t'en souviens pas, comment on va faire pour le revivre? On s'est aimé. Et le fait est qu'ils vont malgré tout s'aimer en ne s'en souvenant pas, parce que ce qui reste, c'est le fait que ça a eu lieu quand même à Marienbad. On efface la manière dont ça a eu lieu, et c'est ça qui fait que ça va pouvoir avoir lieu. Ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé l'année dernière à Marienbad, parce que précisément c'était infiniment réel. Et là c'est la même chose. C'est tellement réel ce qui se passe entre eux à Hiroshima, en plus elle, ça lui rappelle ce qu'elle a oublié, c'est-à-dire son amour à Nevers pendant la guerre, hein, qui pour des raisons alors historiques était un amour difficile, c'était pendant la guerre, c'était un Allemand, enfin, etc. C'est pas pour ça qu'elle a oublié, c'est parce que c'était la seule chose vraiment épatante, parce que la chose dans laquelle l'existence et sa signification coïncidaient, cet amour, pendant la guerre. Elle va revivre ça avec son japonais, mais elle sait que pour que ça demeure fort, puissant et présent, eh bien, il faut que ça devienne une chanson. Alors, vous voyez que l'oubli, en fait, là, il déplace l'avoir-lieu dans quelque chose qui reste et, au fond, dans quelque chose qui va prendre la forme de ce qui n'a pas de forme. L'avoir-lieu lui-même. À quoi ressemble le fait d'être? Le trou de mémoire le dit.
je n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Mais aussi bien, il y a des bribes. Il y a des bribes qui restent. Ces bribes m'intéressent beaucoup. Je vais vous en donner quelques-unes. On en a plein chez René, hein, bien entendu, des musiques, etc. Je me demande si, à propos de ces bribes, puisqu'on est chez Deleuze et les ritournelles, je me demande si ces bribes n'ont pas quelque chose à voir, à propos de cinéma, avec ce que Deleuze dit du cinéma, quand il le définit, je cite, comme la mémoire de ce qu'on n'a pas vécu. Le cinéma, c'est la mémoire de ce qu'on n'a pas vécu. Bon, si tu aimes la vivre au cinéma, et puis tu vis des choses que tu ne vivras jamais, mais c'est quand même une façon de les vivre, ce qui est vrai. Bon, bien entendu, le cinéma nous rend meilleurs, il nous faut faire des choses que nous ne ferons jamais, et c'est pas du tout ça que Deleuze dit. Le cinéma, c'est la mémoire de ce qu'on n'a pas vécu. Le cinéma, c'est toujours au présent. Hein? Tant d'images par seconde, c'est là. Ce qu'on n'arrive pas à vivre, ce qu'on ne peut pas vivre, c'est le fait que ce soit actuel à chaque fois. C'est le caractère existant du réel, l'objet du trou de mémoire. Et ce qui reste, c'est peut-être la coprisance du monde avec les bribes qui donnent forme à ce qui n'en a pas. La mémoire est capable de donner forme au quod plutôt qu'au quid. Hein. Il n'y a pas de forme à l'être, et pourtant, hein, vous savez, Miloche le disait comme ça, enfin, le poète, c'est celui qui, il n'y a qu'un seul verbe, c'est le verbe être, et au fond, c'est celui qui n'arrête pas de décliner, de conjuguer le verbe être, qui essaie de donner une forme à ce que voudrait dire être, si être avait une forme. Peut-être ce que Camus veut dire quand il dit « on ne se souvient jamais d'un bonheur passé, mais d'un étrange sentiment ». Regardez, est-ce que c'est pas de ça que parle Sabat, Umberto Sabat, quand il se souvient de sa première rencontre avec D'Annunzio? Il dit « c'est curieux parce que je ne le vois plus ». Voilà encore un trou de mémoire célèbre. Hein. Voilà, je sers des choses un peu scolaires, mais moi, j'ai une vocation de professeur de philosophie de terminale qui n'a pas duré si longtemps, mais qui me manque beaucoup, toute proportion gardée, en toute modestie, comme Yankelevitch. Vous savez, Yankelevitch commençait toujours ses cours en disant « Ah, comme je regrette de ne plus enseigner en terminale, vous êtes trop savant maintenant. » Umberto Sabat, sa première rencontre avec D'Annunzio, première rencontre dans un chien, c'est fondamental, et puis il est fasciné par D'Annunzio, c'est lui qui demande à le voir, il se souvient de rien, dit-il, sauf du craquement des aiguilles de pain sous nos pieds. C'est donc comme un vieillard qui rêve. Ben, c'est exactement cet effet de flou, de précision du tour de mémoire, c'est exactement ce dont je vous parle. Hein. Ces bribes qui soulignent la présence du caractère existant, en lui-même inabordable, évidemment, parce qu'il n'a pas de forme. Ou Nathalie Sarraute, quand elle est en Grèce et qu'elle ne retrouve plus le mot tamaris pour désigner le tamaris. Hein. Il est là, je vais te dire, mais comment déjà tu dis le tau, le ma, et elle ne peut pas dire le mot tamaris, pourquoi? Et chez Blanchot avec l'image, parce qu'il est là. C'est là, tu ne peux pas le dire, il est trop là. Lorsque le tamaris est là, il provoque un trou de mémoire, et ce qui va rester, c'est qu'il était là. Mais, j'allais dire sous une autre forme, je ne sais pas laquelle, peut-être, moi, ça me plaît beaucoup aussi, peut-être sous la forme du bafouillage, de l'asthme. Je suis persuadé, parce que j'ai un peu relu, mais j'en parlerai pas parce que je suis trop bavard, mais je relisais Proust ces derniers jours. L'asthme de Proust a à voir avec le trou de mémoire, mais c'est un asthme positif. Vous essayez de dire le fait que les choses soient là, évidemment les formes qu'elles ont n'importent pas, et vous n'arrivez pas à dire mais nom d'un chien. Je me souviens qu'il y avait 3 arbres sur la route de Guermantes. Mais je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils ont voulu me dire quelque chose et j'arrive pas à saisir. Et c'est comme, maintenant que j'essaie de me souvenir, c'est comme, ça s'est passé quand j'étais dans la voiture de Madame de Villeparisis. À un moment donné, il y a un virage et je ne les ai plus vus. Je sais maintenant ce qu'il me disait, dit Proust. Il me disait, si tu ne comprends pas maintenant ce qu'on te dit, tu ne le comprendras jamais, ta vie est foutue. Évidemment, ce que ces arbres lui disaient, les fameux les arbres célèbres, hein, du passage dans la voiture à cheval, à chevaux, il y a 2 chevaux, il le dit, il y a des chevaux, il est très snob. Il dit, oh ben là, 2 chevaux, pas qu'un, voilà. Madame de Villeparisis, ça commence comme ça. Mais en même temps, c'est pas idiot,
C'est snob, mais c'est pas idiot. Parce que ça va vite quand même. Hein. Et ces arbres ne lui ont rien dit, évidemment. Et pas seulement parce que les arbres ne parlent pas, mais parce que ce que les arbres faisaient là ne peut pas entrer dans une signification discursive. Ce qu'ils faisaient là, c'était bête comme tout. C'est comme tout ce que ça fait chez Proust. Ils y étaient. Ils ne faisaient qu'y être, ces arbres. Évidemment, ça, on ne peut pas l'attraper. Sauf un asthmatique, enfin vous comprenez, cette manière de tourner autour du trou de mémoire, de ne pas arriver à dire, mais cependant de le mettre dans le souffle, enfin, vous voyez, hein, dans le phrasé de Proust, vous avez quand même, parce qu'ils sont agités par le vent, ces arbres, etc., vous avez le vent dans les branches de ces arbres, etc., c'est exactement ça. Et alors, là, peut-être je termine avec ça, je termine avec ça, mais, parce que j'ai déjà parlé pendant plus de 20 minutes, je le résume d'un mot, ce que je viens de vous dire, c'est une réflexion. Bernard Salignon a une collègue que je ne nomme pas, vous le noterez, mais parce que c'est tellement choquant des choses pareilles. Une collègue, quelque part dans l'université, qui avait osé dire à ses étudiants, l'un d'entre eux, ces dernières années, vous imaginez un peu, Bachelard, c'est vieux comme le monde, Bachelard, avait dit à ses étudiants, enfin, ne lisez pas, on ne lit plus Bachelard. Allez dire ça à de jeunes étudiants aujourd'hui. On ne lit pas Bachelard. Bachelard est un très très grand penseur. Vraiment, c'est... Et la science le remercie. Et oui, bien sûr. Hein, bien sûr. C'est un esprit universel, l'esprit encyclopédique. Alors, Bachelard, nous ne nous souvenons pas d'avoir duré, nous nous souvenons d'avoir été. Nous ne nous souvenons pas d'avoir duré, nous nous souvenons d'avoir été. Bon, c'est une formule, vous avez les larmes aux yeux, c'est absolument génial. Absolument génial. Et évidemment, ça ne veut strictement rien dire, vous comprenez. Essayez de vous souvenir, vous vous souvenez d'en avoir été, et d'avoir été en train de faire aussi ça. Je ne te demande pas de te souvenir de ce que tu faisais à Venise. Je te demande de te souvenir du fait que tu as été. Et ça ne peut pas entrer, évidemment, parce que le verbe être a une forme, et ce à quoi il renvoie n'en a pas. Regardez, peut-être, je vous lis Proust. Allez lire, c'est dans la recherche, c'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le deuxième livre de l'ombre. Allez chercher le passage dans lequel Proust descend vers je ne sais où avec Madame de Villeparisis, et vous avez tout là, c'est absolument merveilleux. Hein. Il explique pourquoi il est tellement difficile de saisir un passé lointain, et pour nous expliquer en quoi et comment c'est si difficile. Au lieu de nous dire, mais non d'un chien, c'est parce que ça a disparu, on manque d'images, etc. Il dit, mais c'est très difficile parce que on est sollicité par les souvenirs qu'on convoque d'approfondir à leur égard une pensée. En croyant reconnaître un souvenir, c'est quand même la folie, ça, enfin. Non mais, je veux dire, là, c'est un texte de philosophie, ça. Lorsque vous essayez d'attraper le être, lui a été, mais vous n'avez pas besoin d'image, vous n'avez surtout pas besoin de souvenirs. La recherche du temps perdu, ça ne fait pas provision de souvenirs. Ce sont des pensées, mais enfin, comment penser quoi? Le fait d'être, on ne peut pas? Eh bien non, hein, on ne peut pas. On ne peut pas voir les arbres être au bord de la route. On peut les voir être arbres, mais on ne peut pas les voir être. Et on emporte ça dans son trou de mémoire. Mais évidemment, si on n'emporte pas ça quand on se promène au bord des routes, on reste un crétin toute sa vie, quoi. Ça, c'est absolument certain. Comment sont les choses? C'est facile à savoir. Mais entrer dans le mystère qui fait qu'elles sont, c'est une autre paire de manches. Je vis les arbres s'éloigner, en agitant leurs bras désespérés, semblant me dire,
Ce que tu n'apprends pas de nous aujourd'hui, tu ne le sauras jamais. Voilà, bon, merci.